Nous entrons dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère, pourquoi? C'est un peu ce qu'on entend de partout, qu'on appelle l'anthropocène. De quoi s'agit-il? Alors on dit que les émissions de gaz à effet de serre qui sont provoquées par l'activité humaine sont des émissions anthropiques. La notion d'anthropocène vient du fait qu'on constate un bouleversement via du changement climatique, mais aussi par d'autres biais, l'érosion de la biodiversité, des ressources, etc., modifie la planète. D'où cette notion d'anthropocène qui quand même est une notion, on va dire, un tout petit peu prétentieuse. L'homme est quand même petit par rapport à cette planète qui nous impose de par ses lois, notamment de la physique, tout un tas de choses. Et puis à l'échelle des aires géologiques, ça fait quand même que 40 ans qu'on prend le sujet du climat au sérieux. Donc cette notion d'anthropocène est une notion un tout petit peu discutée, donc c'est important de remettre ça en place. Et effectivement, on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix, on est sous contrainte de ce changement, de ce bouleversement climatique, des règlements. Et il faut trouver des solutions, et pour cela, l'imagination est au pouvoir. On a déjà des exemples de cela, c'est-à-dire qu'on observe déjà en milieu urbain des tas de choses passionnantes sur le sujet. Des villes comme New York, notamment, mais des tas d'autres villes développent des choses passionnantes sur l'empreinte écologique d'une ville, la notion de circulation, de partage de la mobilité. En fait, le fait simplement de déplacer la manière de faire les choses, même en douceur, on l'observe déjà. Donc, on voit des tas de gens de toutes origines sociales se déplacer en vélo dans Paris. Ça, c'est déjà un élément très intéressant. Et puis, en faisant du vélo, non seulement ils n'utilisent pas leur voiture, mais en plus ils prennent l'air. Voilà. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je vois plutôt cette question-là prise, notamment dans des milieux urbains qui sont les nôtres, indirectement, de façon assez joyeuse. Je crois que c'est vraiment une question qui est très 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 liée à la manière dont les États peuvent accompagner cela. Il y a des pays dans lesquels, au contraire, la question du collectif est une question plus compliquée, notamment des pays qui émergent fortement, comme la Chine, où l'envie du véhicule individuel est quelque chose de fort. Je crois que c'est plutôt cette notion de comment faire en sorte que les pays qui croissent fortement aujourd'hui, qui sont amenés à croître, puissent se convaincre qu'il faut sauter une étape. C'est plutôt là qui est vraiment l'enjeu. La croissance en termes d'accroissement de valeur, bien sûr, on peut tout à fait la conserver en luttant contre le changement climatique. Encore faut-il modifier la production et les modes de production de biens et de services qui sont aujourd'hui les nôtres. Il faut bien sûr diminuer l'empreinte carbone. Et puis un défi important, me semble-t-il, pour nos systèmes financiers et économiques, et on le voit sur les échecs répétés de l'obtention d'une taxe carbone, par exemple dans les États. On n'a toujours pas de taxe carbone en France, et on a une difficulté à l'instaurer au bon niveau, c'est-à-dire au bon niveau régional pour nous Européens. Et dans d'autres lieux, c'est cette idée qu'en fait la valeur va reposer sur quelque chose qui est une réduction et non pas une augmentation au plan matériel. Et ça, c'est un vrai défi pour introduire dans nos systèmes et dans nos imaginations collectives. Donc on peut tout à fait y arriver, mais encore faut-il que les États prennent tout à fait en charge ce changement profond, en fait, c'est-à-dire, de même que lorsque les monnaies ont été introduites ou l'imprimerie a été introduite, on a fait des changements absolument colossaux. Aujourd'hui, on a un changement colossal qui est penser les choses dans une transformation où on va générer un profit sur la base d'une sobriété. La sobriété n'est pas une punition. La sobriété, c'est quelque chose qui doit devenir, encore une fois, je parlais du fait qu'on avait une histoire courte de la conscience des problématiques environnementales, c'est 40 ans, c'est rien. Comment est-ce qu'on peut agir de façon collective et multilatérale? On n'est pas citoyen du monde, mais enfin, bon, c'est une problématique philosophique qui n'est pas récente, avec 40 ans d'histoire commune en matière d'environnement. Donc, c'est vraiment le fait que l'environnement devienne un fait culturel, en fait, qui permet de modifier les choses.
On a vu émerger, d'ailleurs, ça n'est pas un hasard, avant des moments de négociation importants, avant Copenhague en 2009, une flambée de climato-scepticisme qui a traversé gaillardement l'Atlantique, alors qu'il était déjà très très fortement présent aux États-Unis précédemment. Mais depuis, les travaux scientifiques ont montré de façon très claire la manière dont ce climato-scepticisme avait été construit, c'est-à-dire cette pseudo-science qui est née grâce aux moyens de fondations qui, autrefois d'ailleurs, travaillaient à montrer à nos braves citoyens à quel point le tabac n'était pas dangereux, de même que les substances chimiques. Aujourd'hui, tout ça est bien connu. Il existe des ouvrages même d'accès très simple en français sur ce sujet, et donc je crois que de fait aujourd'hui on peut constater d'une part que, alors que des négociations très importantes à nouveau se préparent sur le changement climatique, eh bien ce climato-scepticisme s'exprime beaucoup moins. Et pour aller peut-être encore plus loin, on est vraiment passé d'une époque où il s'agissait d'étayer, après l'alarme lancée par les scientifiques sur l'existence potentielle d'un grand bouleversement des équilibres climatiques, il s'agissait d'étayer cette hypothèse. Maintenant elle est étayée et la question s'est déplacée pour l'ensemble des décideurs mais aussi des citoyens et en partie aussi pour les scientifiques vers la question de comment agir et quelle va être la forme du monde de demain dans lequel nous devons nous installer pour pouvoir vivre en intelligence, je dirais, avec notre climat. Alors, un bon accord sur le changement climatique n'est jamais totalement écrit à l'avance. Ce que les négociateurs s'efforcent de faire, c'est de fabriquer un cadre d'accord aujourd'hui qui permette à tous les pays de s'y retrouver. Et ce qui est vraiment important, c'est effectivement d'agir dans une forme de respect des différences, tout en embarquant tout le monde. D'ailleurs, cette notion de responsabilité différenciée des États, on la trouve déjà dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc l'idée, c'est que tous les pays y soient, et ça c'est vraiment important. Et ça c'est l'enjeu de la conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans la négociation qui va être accueillie par la France fin 2015. On parle de cela par opposition à ce qui s'était passé à Kyoto, où les engagements étaient concernés vraiment des pays qui représentaient une petite fraction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, dans Kyoto, il n'y a même pas 15% des émissions pour les pays qui y restent, puisque certains ont quitté. Donc l'idée, c'est l'inclusivité, premièrement. D'autre part, c'est la reconnaissance des différences. Et c'est en cela qu'on va pouvoir faire entrer les pays dans l'accord. C'est pas en les méprisant et en négligeant ces différences qui sont réelles. Et puis l'autre élément très important d'un accord, c'est d'avoir dedans des mesures qui permettent de façon reconnue par tous de suivre les engagements des uns et des autres. Donc il s'agit de métrologie, de trouver les bons indicateurs, et là la science a toute sa place. On pense notamment à la question de la séquestration dans le domaine agricole, qui est un sujet qui est encore très ouvert dans le monde de la recherche. Donc il faut trouver des éléments qui permettent de suivre les actions que prennent les pays dans les différents secteurs, qui soient reconnus par tous. Et ça, c'est les éléments de suivi qui sont des éléments de nature en partie procédurale et juridique, mais aussi de partie technique et scientifique, pour que tous les pays soient suivis de la même manière, que les inventaires soient faits de la même façon et que tout le monde s'y reconnaisse pour pouvoir ensuite avancer progressivement au fur et à mesure des avancées, des décisions dans les pays et des avancées de la science, pour pouvoir faire, encore une fois, prendre de façon continue au cours du temps, dans un accord dont les modalités seront évolutives pour les actions des pays, pour pouvoir continuer à avancer vers quelque chose de plus en plus ambitieux. Donc il y a à la fois cette notion d'être tous ensemble et d'avoir des outils de mesure, de suivi et de contrôle qui soient homogènes et reconnus par tous. La question du rôle des technologies dans la lutte contre le changement climatique est une question immense. C'est une question immense parce que c'est à la fois les technologies ou le développement des techniques sont, comme l'on le sait, donc à l'origine de l'arrivée de l'ère industrielle, et donc elles sont au cœur du problème et on les place depuis toujours au cœur de la solution. Pourquoi? Parce que les technologies ont amené tous les progrès immenses que les sociétés ont connus, notamment en matière de santé, de nutrition, que sais-je, de développement de mobilité, de capacité à échanger, enfin bref, elles ont été reines, et de même que
On a vu arriver des nouvelles sciences qui sont les sciences de l'environnement. On a aussi un déplacement de la question du rôle des technologies. Et c'est très très intéressant de voir que dans les communautés scientifiques aujourd'hui, on fait le constat que, eh bien, somme toute, on n'a pas vu de technologie arriver qui permettent radicalement de modifier notre système énergétique, malgré les efforts qui ont été faits et malgré les discours, en partie idéologiques, sur le rôle des technologies. Et donc, on est convaincu qu'il va falloir faire avec les technologies, mais pas que. Et en particulier, il va falloir faire avec les technologies existantes. Et aussi, de plus en plus, l'enjeu, et on le sait, pour les 50 prochaines années, pour pouvoir lutter contre le changement climatique, l'enjeu est plutôt d'utiliser de façon intelligente et de diffuser les technologies matures, et avec cela, d'ailleurs, les modifications organisationnelles que ça peut apporter, et comment on le fait, avec quels instruments politiques, financiers, en termes d'investissement, de bonne intelligence entre les différents pays du monde, on en parlait tout à l'heure, hein, les émergents, les pays industrialisés. Et puis l'autre sujet important, je pense, c'est d'imaginer aujourd'hui, parce que les technologies ont vraiment toute leur place quand même dans le sujet, hein, à côté d'innovations et en bonne intelligence avec des innovations sociétales, organisationnelles, juridiques, institutionnelles de toute nature, c'est de penser les technologies par rapport à l'existant, parce que les technologies, en tout cas l'imaginaire de la science, c'est l'imaginaire historique, c'est on fait des découvertes dans un monde vierge. Okay, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les nanotechnologies sont arrivées, les biotechnologies sont arrivées, tout le monde, vous les écoutez bien, tous les gens qui sont promoteurs de ces technologies, les promesses, hein, eh bien, ils parlent en utilisant des métaphores voilà, du 14e, du 15e siècle. Voilà, la planète était vierge et on allait pouvoir découvrir des nouveaux horizons. Aujourd'hui, si on veut avancer, en utilisant avec intelligence ces technologies, ben, il faut qu'elles s'intéressent à un monde profondément construit. Je prends un exemple très simple. On a un sujet immense pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de travailler sur les bâtiments existants. Et là, il y a des tas de choses à faire avec des technologies plus ou moins matures sur comment faire en sorte de faire une bonne isolation sur un mur dégradé alors qu'on ne peut pas casser le mur parce qu'il y a des habitants dans la maison. Là, tout le monde de la matière condensée, les cols, les mousses, j'en passe, les bâtiments intelligents ont toute leur place. Et derrière cela, toute la chaîne des gens qui vont dans le monde de l'architecture, les ingénieurs, etc., être formés pour cela. Et donc, les technologies aujourd'hui, si elles déplacent un peu le champ de leur imaginaire, elles vont apporter énormément, et d'ailleurs elles le font déjà, à la lutte contre le changement climatique. Donc le déplacement, il est là, et puis il est aussi à faire en se disant, parce que les technologies, c'est une question controversée, hein, est-ce que c'est des technologies qu'il faut utiliser ou pas, est-ce que, ben, de la même manière qu'on a des questions éthiques sur faut-il bouleverser le corps malade de l'homme avec des technologies trop intrusives, ben, on a des technologies dont on nous propose, comme la géo-ingénierie, sur faut-il bouleverser le corps malade de la planète en touchant à l'atmosphère ou aux océans. Eh bien, moi, je répondrais qu'on a là à la fois des questions éthiques très fortes, hein, à nouveau, mais on a des questions qu'on peut déplacer très simplement en disant, voilà, imaginons simplement que ces technologies dont vous rêvez sont déjà là, hein, qu'elles sont utilisables, qu'elles sont efficaces, dans le sens auquel leurs promoteurs l'entendent, essayons simplement d'en mesurer le potentiel. Et on voit tout simplement par des études très simples, par exemple, sur la séquestration du carbone, dans les sols, hein, si on prend uniquement la séquestration du carbone dans les milieux géologiques et non pas dans les sols au sens de l'agriculture, eh bien qu'il y a un tellement faible recouvrement entre les sources d'émissions majeures et les sources potentielles de stockage qu'on arrive seulement à 10% de recouvrement. Donc en fait, si on déplace simplement un tout petit peu le débat, eh bien on voit qu'on arrive à pacifier très fortement le sujet. C'est-à-dire, on a fonctionné tellement avec cette idée que le progrès venait des technologies qu'aujourd'hui encore, ben, évidemment, on continue à le penser. Et puis, c'est l'imaginaire de la croissance économique se trouve du point de vue d'innovation technologique qui est très fort. Mais il va falloir fortement déplacer ce curseur. Et d'ailleurs, on le voit, puisque un exemple simple, le solaire thermique, c'est une technologie qui n'est pas forcément très high-tech, hein, qui a été peu voulu par les États-Unis en termes de déploiement il y a encore quelques années, parce que l'imaginaire était très fortement, on fait du high-tech et pas autre chose.
Aujourd'hui, il y a eu des modifications géopolitiques qui font que des préoccupations de sécurité énergétique nationale ont fait que le déploiement du solaire thermique s'est fait très fortement aux États-Unis. Donc en fait, la question se déplace et c'est très intéressant à observer. La nature pourra-t-elle absorber en fait tout ce que les activités humaines impactent sur elle et certainement elle le fera, hein, et d'ailleurs c'est là où toute l'ambiguïté du terme anthropocène se retrouve. Elle le fera sans aucun doute et on a des magnifiques écrits qui montrent comment des civilisations entières ont disparu, hein, comme les Mayas. Et, eh bien, elle le fera sans doute sans nous, si on s'en tient à cela. Et elle le fera sans nous si nous ne faisons rien. Et donc, si nous lui laissons, alors que le concept même de nature isolé de l'activité humaine est un concept profondément dépassé depuis très longtemps, hein, ce que nous montrent les philosophes de la nature, eh bien, il faut que, pour que la nature et nous-mêmes vivions en bonne intelligence, eh bien, il faut qu'on se préoccupe de façon extrêmement sérieuse de ces questions. Le laisser faire est effectivement la façon la plus irresponsable et la plus irréaliste de penser que la nature absorbera tous les excès de l'activité humaine. Donc essayons de survivre.